Salam à toutes et à tous, Real Politique est de retour après le break de la Coupe du Monde. On a décidé de ne pas publier de vidéo durant cette Coupe du Monde pour éviter de faire de la récupération. C'est une chaîne politique et économique et donc il est normal que l'on ne couvre pas le foot par souci de consistance. Néanmoins, cette Coupe du Monde nous a ramené un énorme soft power, elle mérite donc d'être décortiquée et analysée. On va se permettre de faire une petite rétrospection sur cet événement historique pour le pays. Le Maroc a marqué les esprits en devenant la première équipe africaine et arabe à se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Cette qualification a généré un soft power qui s'est déversé sur la planète et qui a complètement chamboulé les ennemis de l'intégrité territoriale. Je pense que l'Algérie a dû lâcher quelques millions de dollars sur ses lobbyistes et guerriers du net pour contrecarrer la déferlante marocaine. On a eu des réactions disproportionnées dans les deux camps. On doit tout d'abord revenir sur les unes du journal mythique de l'équipe qui a encensé l'équipe nationale. On a eu joyeux, les As de l'Atlas à jamais premiers ou encore les demi-frères. Quand on regarde la carte des recherches internet sur le Maroc avant et après la Coupe du Monde, on réalise l'ampleur du soft power. La planète entière a effectué des recherches sur le Maroc. Ça montre à quel point l'image digitale, l'image numérique du pays est très importante. Cette couverture internet est l'occasion pour moi de revenir sur des défaillances au niveau de l'image du pays qui doivent absolument être corrigées. Il y a tout d'abord la carte du pays qui est amputée de son Sahara sur Google Maps. Vous verrez le Maroc au complet si votre adresse IP est domiciliée au Maroc. En revanche, si vous regardez la carte d'un autre pays, comme la France par exemple, vous verrez une ligne de démarcation entre le Maroc et son Sahara. J'ai lancé une pétition pour faire changer cela. Le CEO de Google était au Maroc durant la Coupe du Monde, donc j'en ai aussi profité pour répondre à son tweet en lui demandant modestement de mettre à jour son logiciel. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Le politique doit aussi prendre le relais pour faire pression sur ces géants du web. Il y a une indifférence au niveau des instances politiques au Maroc autour de cette question de la carte du pays qui est pourtant si cruciale. Rappelez-vous du chef du gouvernement qui avait posé à Riyad devant une carte du Maroc amputée de son Sahara. Il avait aussi accepté de porter le pins de cette carte sur son torse. Des millions d'étrangers ont vu la fausse carte du Maroc quand ils ont cherché le pays sur Google durant la Coupe du Monde. Des influenceurs étrangers ont aussi repris cette carte déformée du Maroc pour leurs vidéos. L'autre point de discorde qui est cette fois-ci totalement imputable au manque de rigueur du politique marocain en général, il s'agit de l'inconsistance dans la représentation du drapeau. Je ne sais toujours pas à quoi ressemble le drapeau du Maroc. Il a l'air incomplet comme nos frontières. Parfois, c'est la couleur qui n'est pas bonne, un vert ou un rouge trop vif. Quelquefois, c'est le design et la taille de l'étoile qui changent. On a aussi la version dorée avec un encadré doré qui est introuvable sur Internet, mais qu'on retrouve dans certains bureaux de l'administration. Ce manque de consistance peut paraître anodin, mais selon moi, ça reflète un certain amateurisme et surtout un manque de rigueur et d'attention aux détails. Ça montre une certaine légèreté dans l'exercice de la fonction publique et la fonction diplomatique en général. Il faudra un protocole autour du drapeau avec un organisme en charge de respecter les normes autour du drapeau à travers tout le territoire. Des événements comme la Coupe du Monde nous rappellent à quel point ces petites choses sont essentielles. C'est une occasion pour améliorer la représentation du pays à l'international. La plupart des journaux de la planète ont dédié leur une au Maroc et à l'équipe nationale. Le Maroc est devenu le leader du monde musulman, arabe et de l'Afrique en général. Beaucoup y ont vu aussi une revanche de l'ancien colonisé contre le colonisateur, le Maroc ayant battu la Belgique, le Portugal et l'Espagne. Je suis personnellement contre ce genre de discours qui est systématiquement utilisé par les panafricains comme Kémy Séba. Je pense qu'il y a beaucoup de victimes de l'histoire en Afrique qui passent leur temps à demander la repentance de l'Occident, et il y a ceux qui font l'histoire. Et je place le Maroc dans cette catégorie, dans cette dernière catégorie. Le protectorat a été une courte parenthèse dans l'histoire millénaire du pays. Les dynasties marocaines sont restées des siècles au Portugal, en Espagne, en Italie et sur une bonne partie de la France d'ailleurs. Quand vous visitez la ville de Carcassonne en France, on vous passe un petit film sur Balak, le prince musulman de cette ville qui a combattu les troupes de Charlemagne. Ce prince avait une femme qui s'appelait Dame Carcasse. La légende dit qu'à la mort de son mari sur le champ de bataille, Dame Carcasse défendit seule la ville et elle remporta plusieurs batailles contre les troupes de Charlemagne. À chaque victoire, elle avait pour habitude de faire sonner les cloches de la ville, ce qui a donné le nom à la ville. Carcassonne est la combinaison de deux mots, carcasse et sonne. La Dame Carcasse sonne les cloches de la ville. Très peu de Marocains savent que la ville balnéaire de Ramatuelle à côté de Saint-Tropez vient de l'arabe Ramatullah. Les soldats arabo-berbères avaient pour habitude de remercier Dieu d'être arrivés aussi loin. Au fil des ans, ce mot est devenu le nom de la ville. Il y a plein d'histoires comme celle-ci qui sont inconnues du public marocain. Ces histoires mériteraient d'être racontées dans les livres et les films,
puis enseigner à nos enfants au lieu de toujours se focaliser sur le protectorat et les crimes de la colonisation. Si on veut construire un peuple fier de lui-même, il faut qu'on lui raconte les histoires de ses héros. Et c'est ce qui manque au Maroc. Les histoires qui sont traitées par les cinéastes marocains sont exclusivement des histoires de prostitution, de vie misérable qui sont mises en scène pour exciter un public de pervers occidental. Ces cinéastes veulent toucher la palme d'or plutôt que le cœur des Marocains. Cette Coupe du Monde a permis de montrer l'image d'un peuple marocain uni et fier. Je pense donc qu'il y a un véritable marché pour le patriotisme au Maroc. Il y a eu beaucoup d'allusions à l'histoire du pays lors des matchs contre l'Espagne et le Portugal, avec des illustrations mettant en scène les joueurs comme des guerriers almohades ou mérinides, et il y avait une vraie soif d'en découdre avec ces pays. Cette Coupe du Monde a aussi été l'occasion pour le régime algérien de s'humilier une fois de plus sur la scène internationale. Les médias publics ont eu l'ordre de ne pas relayer les exploits de l'équipe nationale marocaine. Cette attitude puérile a été remarquée et dénoncée par de grands médias internationaux qui ont découvert avec stupéfaction la haine que voue le régime algérien au Maroc. Leur frustration par rapport aux exploits du pays les a même poussés à créer de fausses histoires de pédophilie durant la Coupe du Monde en impliquant le Maroc pour ternir son image. Un remake des feux de forêt de Kabylie qui n'a cette fois-ci pas pris. Leur haine s'est aussi exprimée avec force à l'encontre des Camerounais qui ont été accusés à tort d'avoir volé leur qualification à la Coupe du Monde. Eto'o lui-même s'est emporté face à un supporter algérien qui l'avait accusé d'avoir acheté l'arbitre Gassama. Des milliers d'Algériens se sont déplacés au Qatar dans l'unique but d'agresser des supporters camerounais en ressortant le même argument de corruption, un argument qui a été repris par la Fédération de football algérien et par l'entraîneur algérien lui-même. Un argument d'ailleurs infondé quand on se rappelle les circonstances du match. L'Algérie était qualifiée jusqu'aux 10 dernières secondes. Comment l'arbitre Gassama a-t-il pu influencer le dernier but camerounais ? Ça n'a pas de sens, c'est une véritable déferlante de haine gratuite qui s'est déversée sur les Camerounais et qui a atteint son paroxysme avec la une raciste du journal algérien Echourouk qui titrait « Les Camerounais retournent dans leur jungle sans pois chiches ni haricots ». Cette une a fait le tour du monde et a poussé le journal à changer son titre avec un titre plus sobre. Le Cameroun quitte la Coupe du Monde au premier tour. Cet événement a aussi permis de montrer aux Africains la haine viscérale du régime algérien et surtout leur comportement obsessionnel. Cette Coupe du Monde a non seulement contribué au rayonnement du Maroc, mais elle a aussi permis de mettre en lumière l'hostilité maladive de l'Algérie à l'égard du Maroc. Le Cameroun a aussi fait les frais de cette haine qui va pénaliser l'Algérie en Afrique. Certains Camerounais ont déjà exprimé leur crainte à l'idée que l'Algérie puisse organiser une CAN en 2025. Ils ne se sentent pas en sécurité compte tenu des événements de la Coupe du Monde. Quant au Maroc, le pays va continuer à capitaliser sur son exploit sportif. Le Qatar a dépensé des milliards de dollars pour permettre au Maroc de rayonner sur la scène internationale. Dernièrement, les joueurs ont défilé dans les rues de Rabat devant une foule ordonnée et respectueuse. Ils ont ensuite fini leur parcours au Palais Royal où ils se sont vus remettre des médailles par le souverain marocain. Le défilé marocain avait lieu en même temps que celui des champions du monde argentin. Là encore, l'organisation du défilé marocain a été mise en parallèle par la presse argentine avec le chaos du défilé argentin. Le Maroc ne cesse de marquer des points. La clé de ce succès, c'est le travail, la rigueur et l'amour de sa patrie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.